exprimer un stress, une difficulté. Pas du tout. En fait, c'est assez passionnant à lire. Il y a une narration de ce qui se passe, des différents personnages, en même temps qu'elle parle des autres, des soirées, et avec un certain dégagement. Et moi, ça ne cesse de m'impressionner, en fait, c'est cette assurance tranquille qu'elle avait par rapport à son travail, et tout en restant disponible aux autres, et en particulier à sa famille. Voilà, c'est juste... Oui, et d'ailleurs, oui. Enfin, c'est ma femme qui me dit. Et cette assurance qui contrastait un peu, parfois, Marie-France cuisinait très bien, mais si elle recevait des invités, elle était toujours très anxieuse si un soufflet allait être réussi ou pas. Mais dans le travail, juste une certaine sérénité. Voilà, c'est tout ce que oui, mais avec aussi un perfectionnisme, qui était extraordinaire. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Ces lettres, vous avez l'intention de les... Oui, ces lettres, vous avez l'intention de les faire imprimer, de les publier On a l'intention, il y a pas mal de tri, parce qu'il y a une lettre tous les 2 jours, à peu près pendant, je ne sais pas, 30 ans. Donc ça représente un certain travail, mais l'intention est d'en faire un choix et dans un premier temps, au moins, de les scanner et de faire un recueil et de les mettre à la disposition entre autres de laïcs. Justement, je pense que ça peut être très intéressant pour laïcs aussi. Oui. Ouais. Donc, enfin, merci infiniment. Ça, c'est vraiment précieux. Alors, nous avons... Excusez-moi. Nous avons également ici deux enfants de Vitia SL qui étaient là tout à fait au début. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours là. Il y a Antoine et Anne. Est-ce qu'ils sont là ou est-ce qu'ils sont repartis? En tout cas, ils ont la gentillesse de venir. Mais Antoine, qui est cardiologue, extrêmement pris, et Anne... non, j'ai l'impression qu'ils sont venus par gentillesse nous saluer, mais ils ne pourront pas répondre aux questions que j'avais envie de leur poser. Bon, ben, ça sera pour une autre fois. Par contre, il y a quelqu'un qui est là et que l'on mentionne beaucoup dans le livre, notamment au chapitre des remerciements, c'est Marie-Lise Guyot-Kaiser. Parce que, voilà... Parce que, Marie-Lise, tu as aidé Wadi à faire cet énorme travail que vous verrez dans le livre, qui est un travail à la fois de bénédictin, où il raconte quand même ses débuts et les débuts de la profession avant laïque. Et alors, j'avais envie de te demander, Marie-Lise, si il lui arrivait à la maison de parler d'autre chose que de laïque. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, il lui arrivait quand même de parler d'autre chose que laïque. Mais c'est vrai que, comme tous ceux qui l'ont connu, vous savez que c'était pour lui extrêmement important. C'était vraiment sa vie, l'interprétation. Qu'il trouvait c'était pas un métier qu'il faisait, il avait du plaisir à chaque fois. Oui, je suis passée. Ouais, voilà, d'accord. Pardon. Il prenait beaucoup de plaisir à son travail. Donc, c'était surtout pour les voyages. Il adorait les voyages. Donc, il avait énormément de plaisir. Je ne veux pas rallonger beaucoup. Simplement, je voulais dire que je pense qu'il serait très content, comme vos parents qui ont participé au début de l'histoire de l'ACT. Il faut dire qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup discuté pour savoir de quelle manière ce livre allait être présenté. C'est pour ça que j'ai fait aussi, moi, la connaissance un peu plus approfondie de vos parents, Marie-France et Sven, parce qu'on est venu souvent à Paris pour ces discussions, soit chez Irène Testoferi, soit chez vous. C'était très animé parce que, comme tu l'as
fait remarquer l'unité du style a été une grande question. Longtemps, ça a donné lieu à des discussions très animées entre les quatre, parce que chacun voulait un peu imposer un certain style, et ils étaient arrivés à la conclusion, effectivement, que chacun devait écrire sa partie avec son style propre. Et voilà. Ça aussi, vous vous rappelez de ça. Voilà. Bien, en tout cas, je pense qu'ils seraient très contents du résultat. Je vous félicite tous que vous avez bien terminé ce travail qui était un très énorme travail. Voilà. Et merci de m'avoir invité. Oui, c'était effectivement un souci, la question du style, et pas seulement le style littéraire, mais également le style graphique, c'est-à-dire la mise en page, les espaces et la ponctuation. Et on a un peu harmonisé, disons, les espaces entre les paragraphes, des choses comme ça, pour qu'il y ait une certaine unité. Mais en gros, on a décidé de laisser les longs textes signés dans leur jus, en quelque sorte, tels qu'ils ont été faits et voulus par les auteurs. Ça provoque effectivement certaines différences, mais enfin, il n'y a pas moyen de faire autrement, puis c'est bien. Et par exemple, le discours de Constantin Andronikov, qui est absolument passionnant, parce que c'est le discours qu'il a prononcé pour le 10e anniversaire de Laïque, et qui résume en fait les 10 premières années. Et tout est là, y compris la vision, y compris les problèmes, y compris les choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, et qui devraient marcher dans l'avenir. Et c'est vraiment, c'est très franc, c'est très complet, et c'est passionnant. Et ça a été, il l'a prononcé de façon un tout petit peu écourtée, et ensuite ça a été diffusé aux membres de Laïque. Et là, nous l'avons laissé dans la mise en page d'un texte laïque envoyé sous cette forme-là, renéotypé. Nous avions pensé qu'il fallait les laisser vraiment dans son jus. Enfin, merci beaucoup à Marie-Lise, et merci de nous avoir donné accès aux immenses archives de Wadi. C'est un très beau cadeau. Alors, est-ce que le fils d'Alexandre Bernstein, il est là? Ah, alors ça, c'est très sympathique, parce que Alexandre Bernstein a joué un rôle à la fois avant et après les débuts, parce que Constantin avait tenu à avoir un petit peu l'aval ou l'accord des grands permanents des Nations Unies, qui n'ont pas pu être là le 11 novembre 1953, mais qui ont beaucoup fait pour porter l'association sur ses fonds baptismaux. Alors, bon, là aussi, j'ai évidemment bien connu Bernstein, pour qui j'avais une admiration énorme, pour cet homme qui avait porté 3 uniformes différents, ce qui était quand même, c'est pas très courant d'avoir à la fois, pas à la fois, mais successivement, porté à la fin de la guerre l'uniforme français, l'uniforme américain et l'uniforme soviétique, russe. Alors, cela étant dit, son fils aura peut-être des choses intéressantes à nous dire pour voir qu'est-ce que ça donne en famille, ce genre de virtuosité. Voilà. En tous les cas, je suis très touché d'être là, et j'ai déjà été très content quand Madame Wiklund m'a appelé. J'étais très content de votre appel qui permettait de faire un peu vivre mon père un peu plus longtemps, et je suis très content d'être là. Et pour mon père, en fait, cette aventure de Laïque et tout ce monde toute
ces souvenirs, notamment de la création des Nations Unies et toutes ces conférences extraordinaires auxquelles il avait assisté en tant que témoin, c'était quelque chose de vraiment magique. Et je garde aussi un autre souvenir. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé. D'abord, on a parlé de l'interprétation comme un art, mais pour moi, c'était beaucoup plus proche de la magie. Mon père a travaillé pendant quelques années, pendant assez longtemps, à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et j'ai assisté, moi-même, qui suis scientifique, j'ai assisté à quelques conférences qui étaient extraordinairement complexes et techniques. Et mon père interprétait alors que lui-même n'avait aucune formation scientifique. Et apparemment, ça fonctionnait. Les gens comprenaient ce que mon père traduisait, alors que lui-même abordait des sujets qui paraissaient absolument impossibles à comprendre à quelqu'un qui n'était pas complètement imprégné de cette culture. Alors ça m'avait beaucoup frappé. Et puis une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que mon père s'est toujours beaucoup intéressé au sort de ses collègues et surtout des gens qui étaient les moins, comment dire, qui avaient le moins les positions les plus, qui étaient un peu sans défense devant l'administration, devant leurs employeurs. Et il a toujours voulu intervenir pour les protéger. Et je crois qu'au sein de l'AIC, il a aussi dû jouer ce rôle où il avait vraiment tout à fait la volonté de permettre à cette profession de vivre comme elle le méritait, de ne pas se faire, disons, un peu écraser par les forces qui voulaient réduire un petit peu les moyens économiques et autres des interprètes. Voilà. Alors, merci encore. Voilà. Oui, merci beaucoup d'abord d'être venu et ensuite de nous dire ça, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui n'a pas été très très bien étudié, mais qui devrait l'être. Je sais que Danica Seleskovic s'y intéressait, c'est quel est le niveau de connaissance d'un sujet qu'il faut pour que l'interprétation soit utilisable, c'est-à-dire rectifiable éventuellement par, même si les termes ne sont pas toujours les mêmes, mais que le sens puisse être rétabli par quelqu'un qui écoute. Il ne faut pas être trop ambitieux, mais il y a quand même un niveau où ce que vous appelez un miracle, non pas un miracle, mais de la magie, peut se faire. Et puis, mais si on n'atteint pas ce niveau, alors il ne se passe rien. Donc il faut quand même quelque chose. Et si certains parmi les présents ont envie d'étudier cette définition du niveau, ce serait peut-être très utile pour les futures écoles d'interprètes. Alors, nous avons aussi Yazaran Seleskovic, qui a joué un grand rôle dès 1955 et qui a, pour une bonne part, rédigé d'ailleurs les statuts qui ont été adoptés en 1957. D'ailleurs, petit détail, nous étions souvent ensemble en cabine à Strasbourg, sous la houlette d'André, et la particularité des équipes d'interprètes aux assemblées du Conseil de l'Europe à l'époque, c'est qu'il fallait beaucoup de gens pour les commissions, mais qui se terminaient vers 10h, 10h30, et ensuite il fallait se battre pour avoir une place en cabine en plénière. Et donc, Zoran avait décidé une année, puisque c'est comme ça, je ne dirai plus rien en plénière, parce que tout le monde veut la place. Et par contre, alors il s'est installé dans une cabine vide et il a travaillé tout le temps pour l'AIC et pour les statuts de l'AIC. Enfin, c'était extrêmement utile. Alors, son fils Jean est parmi nous et j'aimerais qu'il nous dise un peu comment cela se passait. Je sais que Zoran parlait d'autre chose que de l'AIC, mais quand même, allez-y. Et merci d'être venu.
Ah oui, il faut effectivement un micro. Merci beaucoup de me donner la parole. Pour commencer, un grand merci. Je suis très touché, à l'exemple de tous les commentaires qui ont été dits avant moi, très touché d'être là, de votre invitation. Je fais mes excuses à Anne-Marie, à qui j'étais en contact ces derniers mois pour la préparation de ce livre, car j'ai été très en pointillé, un collaborateur très amateur et très peu efficace. J'espère néanmoins que le résultat, et je suis sûr que le résultat est à la hauteur de vos espérances. Bon, je ne suis pas interprète de conférence, j'ai un métier qui me tient très éloigné, je voyage aussi beaucoup, j'ai fait ce que j'ai pu. Je représente mon frère Pierre et ma sœur Juliette. Ma sœur Juliette habite très loin en province et mon frère est retenu. Et Claire, ma demi-sœur, devrait être là. Je ne sais pas s'il est arrivé, je ne crois pas. Je ne vais pas être très long. Je suis très touché, très ému, car j'ai entendu tous ces noms qui, pour moi, sont des noms de grands hommes. Monsieur Kaminker, dont papa parlait très souvent comme de son maître. Monsieur Andronikov, et d'autres noms, tous les noms qui ont été évoqués ici. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ça va mieux là, effectivement, là je m'entends. Et donc tous ces noms me reviennent à la mémoire. Je suis l'enfant cadet, le fils cadet, donc je suis celui qui a le moins connu la carrière de mon père et la vie de mon père à Laïc. Comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, il a totalement changé de carrière après sa carrière d'interprète de conférence. Il est devenu un homme public puisqu'il est devenu élu. Il a représenté le Parti communiste français en tant qu'élu et premier édile de la ville de Houille jusqu'à 1979. Et donc je l'ai connu plutôt dans cet aspect d'homme public et moins en tant qu'interprète. Néanmoins, je dois dire que je suis obligé de l'associer à ma mère, à son épouse, Jacqueline Ménétrier-Seleskovitch, qui travaillait comme fonctionnaire à l'OCDE en tant qu'interprète de conférence également, et leur complicité professionnelle, même si papa n'interprétait plus, rejaillissait sans arrêt à des moments très, très, très étranges, très curieux. Et tout à coup, tout s'arrêtait pendant un repas parce qu'il fallait trouver l'origine d'un mot, la traduction ou la traduction exacte de l'anglais vers le français. Donc maman allait chercher un dictionnaire. Et alors là, tout s'arrêtait, ça durait une demi-heure. Souvent, après, ils s'empoignaient parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur les conclusions qu'il fallait en tirer. Donc c'était un spectacle absolument extraordinaire. Néanmoins, ils avaient la naïveté de prononcer John et de parler anglais quand ils souhaitaient que je ne comprenne pas qu'il s'agissait de moi, ce qui est d'une naïveté, d'une candeur très étonnante pour ce genre d'intellectuel. Parce que dès mes 6 ans, j'avais compris que c'est moi dont on parlait, ça ne me déplaisait pas complètement. Et aussi une autre chose pour faire vite, pour aller vite quand même, parce qu'on est retenu par le temps. Mon père était passionné d'athlétisme, de sport en général, et souvent les derniers commentaires d'un journaliste dont je ne dirai pas le nom, qui travaille sur le service public français, mon père se mettait vraiment en pétard et tempêtait. Je ne sais pas si c'est un monsieur assez frisé comme ça qui interviewait les athlètes après qu'ils soient passés. Et papa se mettait papa disait il n'est pas interprète, il se met dans un état extraordinaire. Et puis une dernière chose encore, je me rappelle aussi du comique de la situation quand mes parents regardaient des émissions politiques ou culturelles et où tout à coup leur attention était plus portée vers l'interprète, qui était souvent un de ses élèves d'ailleurs, que sur le propos de la personne qui était en train de parler. Alors c'était un spectacle saisissant parce qu'on avait plein d'apartés entre eux comme ça. Qu'est-ce qu'il est bien, il est fort bien, il est excellent. Ou alors c'est une catastrophe, un désastre. Voilà. Et puis une dernière chose, et je conclurai là-dessus, il était très fantasque, papa. Il avait beaucoup d'autodérision. Et alors, j'avais la chance ou la malchance d'être musicien, je le suis toujours. Et alors, étant peut-être le petit dernier, il me passait tout par rapport au langage. Donc moi, j'avais ce luxe de pouvoir mélanger les langues. Il trouvait ça très drôle, donc j'en profitais abondamment. Et il était le premier à dire, du coup, comme il trouvait ça assez rigolo, il disait par exemple, je ferais bien un peu de marching maintenant. Voilà. Et donc, par contre, ma mère ne supportait pas
ce genre d'humour. Voilà, donc pardon pour ce témoignage un peu au débeauté. Encore une fois, merci beaucoup à Anne-Marie, merci beaucoup Christopher et vous tous pour cette manifestation et ce magnifique livre. Et je passe la parole à un autre témoignage. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. J'aimerais voir si Elga est là, Elga Priacel, qui est là à 2 titres. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Hein? Elle est partie? Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là, Elga? Ah bon? Ah bon, parce que j'allais garder pour la bonne bouche, en quelque sorte, Jean Herbert. Parce que Jean Herbert là aussi, travailler avec lui, c'était assez impressionnant. On raconte d'ailleurs un jour qu'il travaillait en simultané avec Pierre Lambert, et ils étaient tous les deux en cabine, et un délégué tourne autour d'eux et visiblement très intrigué, et au bout d'un certain temps demande à Lambert, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes 2? Alors, réponse, eh bien, c'est simple, il y en a un qui écoute et l'autre qui parle. Alors, le monsieur est parti très, très content. Alors, Janine Yates est ici, et j'aurais voulu lui demander, parce que c'est très gentil d'être venue de Genève, elle est venue avec sa sœur, qui n'est pas interprète, mais qui connaissait bien la profession et qui s'occupait des activités relevant de l'Inde, de son père, beaucoup. Et moi, j'aimerais savoir comment Jean Herbert, qui était un petit peu un ancêtre aussi, puisqu'on fait remonter l'interprétation de conférences comme, pas encore comme profession, mais comme activité, au traité de Versailles, et où Jean Herbert avait travaillé. C'est la première fois que l'on donnait la parole à l'interprète dans une structure comme une conférence, etc., puisque les Anglais et les Américains ne parlaient pas tous bien le français, ce qui avait été le cas, évidemment, pendant des siècles, et avant cela, le latin. Mais alors, Jean Herbert avait donc cette renommée double. Pour nous, l'interprétation est laïque, donc il a été président, puis il a été patron à New York, et puis l'Inde. Alors, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'il faisait le partage? Eh bien, ce partage, Christopher, il le faisait, ça n'était pas pour lui un partage. Il disait lui-même du métier qu'il faisait le même métier, que l'interprétation et le travail qu'il faisait pour l'Inde, c'était la passation d'idées. C'était donc le même métier d'interprète, avec la même obligation de neutralité, d'exigence, d'humilité devant son travail. Et ça n'était pourtant pas un homme humble au départ. Il était assez tempétueux, fougueux, très exigeant, qui a peut-être appris de l'interprétation du travail qu'il a fait pour l'Inde une certaine patience, une certaine indulgence, mais il a toujours estimé que c'était le même métier. Il avait donc commencé, il faut tout de même que je le dise, il est probablement l'ancêtre préhistoire de cette profession moderne. Il a commencé dans les tranchées, en fait, de la Grande Guerre. Et puis, à New York, il a été le père spirituel de toute la jeune génération que je suis. Il a